C'est bon, on est déjà sur Facebook. Donc, si vous voulez, Ammari, partager le live Facebook sur votre profil. Voilà, il est opérationnel. Là. Très bien. سي اشرف توصلتي بالبروفيل ديالي من عند روسي Oui, bien reçu. C'est bien bon. reçu. انا كنتسنى دونك Très bien, on va juste attendre 5 minutes le temps que les personnes se connectent puisqu'on vient de lancer le live sur Facebook. D'accord. Bonjour, c'est Hakim Al-Araqi. Bonjour, c'est Mohamed Bouazi. Bonjour, c'est Mohamed Atbani. Bienvenue parmi nous. Si Mohamed Atmani, vous avez levé la main, est-ce que vous voulez discuter, dire quelque chose avant qu'on commence? Ou là, c'est juste un petit test? À 15h10, il est 15h07, à 15h10, on démarre, Inch'Allah, c'est l'Ammari, comme ça. D'accord, d'accord. Alors, comme vous devez le voir sur vos écrans, il y a une petite question qui s'affiche à votre écran. Je vous invite à y répondre, s'il vous plaît. Cela nous aide à déterminer le profil des personnes connectées directement. Nous commençons exactement dans 2 minutes. Alors, si vous avez des problèmes de son ou d'image, merci de le mentionner sur la partie réservée à la conversation. Je suis occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. اسمحوا لي. مرحبا. هادشي كله لي الكونفينمون. J'essaie de voir juste شحال كاين. Très bien, donc parfait. On a une quarantaine sur Facebook. Et une trentaine sur Zoom. Donc bonjour à toutes et à tous. Excellente journée, bien ensoleillée. Et on est ravis de vous présenter le programme de ce mercredi 27 mai. Nous allons commencer avec l'excellence opérationnelle qui sera présentée par M. Mohamed Al-Ammari. Alors, M. Mohamed Al-Ammari est directeur général et gérant du cabinet Manahij Conseil.
Il est ingénieur consultant expert en management. Il est certifié Master Black Belt, Master Coach professionnel certifié de la Haute Étude de Coaching de Paris. Et il est aussi certifié stratégie corporate de HEC de Paris. Tabarakallah alayka Sel Ammari. Allah يبارك فيك السي علي. Je démarre, c'est Alaoui, c'est bon? Je vous passe la main tout de suite. Donc, le Club des dirigeants est ravi de vous accueillir encore une fois dans sa série de conférences et de webinaires. Si vous voulez être tenu au courant du planning, vous n'avez qu'à consulter soit la page Facebook du Club des dirigeants ou la page LinkedIn. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner directement sur le site www.clubdesdirigeants.ma. Soit vous passez à la section adhésion, soit la partie réservée au programme. Donc, tout de suite, je cède la parole à M. Ammari. Je vous rappelle que pour la section, tout ce qui est question, nous allons le traiter à la fin de la présentation faite par M. Ammari. Si vous avez des questions, vous avez une section Q&R pour les gens qui nous suivent depuis Zoom. Je vous invite à y poser vos questions. Si vous avez des commentaires, merci de les mettre sur la partie réservée à la conversation. Si vous voulez intervenir oralement, je vous invite à lever la main. Pour les gens qui nous suivent directement sur Facebook, nous nous chargerons de transmettre vos questions à M. Ammari au fur et à mesure. Et je vous inviterai donc à noter vos questions sur la partie réservée aux commentaires. Monsieur Ammari, marhaba bik et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc d'abord, permettez-moi d'exprimer donc mes émotions en félicitant donc l'équipe derrière l'organisation de ce type d'événement. Donc je vous remercie C'est Alaoui, c'est Roussi et le président du club des dirigeants de m'avoir donné cette possibilité moi aussi de contribuer dans ce programme. La thématique il est très très vaste donc en ce qui concerne l'excellence opérationnelle et c'est un levier très très fort donc à prendre en considération et ce que je vais chercher donc à partager avec vous. Je remercie donc les participants donc de se libérer et de réussir avec nous cette rencontre. Bien sûr, donc, après le confinement, donc, la majorité d'entreprises ils vont chercher donc, à alléger tout ce qui va générer à travers la crise. Donc, on va passer par une crise économique et l'excellence opérationnelle, c'est un levier qui va répondre à ça. Le confinement, donc, il nous a donné beaucoup de choses. Donc, un mot sur le confinement. Et la meilleure des choses qu'il nous a donné, c'est on commence à développer cette économie de connaissances donc par le partage et la diffusion du savoir. Et pour moi, la connaissance est une sorte de monnaie donc, qui est très, très fertile. Il se valorise et il s'enrichit par la consommation. Donc, j'espère qu'après le confinement, on continue, bien sûr, dans ce type de partage. En ce qui concerne le sujet, l'excellence opérationnelle, pour que je puisse bien sûr répondre à votre soif, comme j'ai dit, donc la thématique elle est trop large, trop vaste et purement technique. Je vais chercher à répondre à un ensemble de questions. La première question, donc, pourquoi faire? Pourquoi on a intérêt de penser excellence opérationnelle? Et comme j'ai dit, donc, la majorité d'entreprises, ils ont intérêt de penser à l'excellence opérationnelle et de la mettre en œuvre parce qu'il va répondre à beaucoup de choses, surtout dans cette période de crise. De quoi s'agit-il? En quoi consiste l'excellence opérationnelle? Et quel est l'environnement propice pour que l'excellence opérationnelle aboutisse à ses finalités? Comment la déployer? Et à la fin, donc si le temps, donc j'aurai du temps, donc on va parler d'autres leviers qui peuvent compléter l'excellence opérationnelle. Pour introduire la thématique, je partage avec vous donc une citation
d'Archimède qui disait « Donnez-moi un levier, un point fixe et je soulèverai donc le monde ». Effectivement, aujourd'hui, l'entreprise, surtout l'entreprise marocaine, PME, il a besoin d'un levier qui lui apporte une amélioration dans sa performance et dans sa compétitivité. Et par conséquent, donc, l'excellence opérationnelle n'est qu'un levier parmi d'autres qui vont apporter de la compétitivité à l'entreprise marocaine et qui vont bien sûr lui apporter la performance. Et comme vous savez, on est dans un environnement caractérisé par une concurrence très accrue. Donc, on a intérêt à ce que l'organisation soit agile, répond à la demande du client. Et pour ce faire, bien sûr, il doit sans cesse chercher à améliorer 4 axes de performance. Le délai, donc il faut qu'on arrive à raccourcir tous les délais des processus qui composent l'organisation pour qu'on puisse être réactif vis-à-vis de la demande du client. Donc, comme j'ai dit, on est dans un univers concurrentiel. Il faut que l'organisation s'oriente vers le client. Deuxième élément, il faut qu'on développe donc une approche qualité. Donc, on doit être dans l'état d'esprit du total quality management. Il ne faut pas juste contrôler la qualité, mais il faut être dans cet état d'esprit, produire de la qualité. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un ensemble de normes pour qu'ils puissent nous aider à être dans cet état d'esprit. Développer de la flexibilité. Donc, la flexibilité, c'est tout simplement s'adapter aux mutations du marché. Et quatrième élément, c'est optimiser les coûts. Donc, être dans cet état d'esprit du target costing. Donc, il faut dire que les prix de vente aujourd'hui, c'est une donnée du marché. Donc, si on cherche à être compétitif, il faut qu'on cherche à réduire les prix de revient. Et donc, votre marge dépend de votre organisation et le client ne veut plus acheter le gaspillage de l'organisation. Donc, c'est pour cette raison, l'excellence opérationnelle, il va nous aider donc à améliorer d'une manière imbriquée les 4 axes de performance. Réduire le délai, améliorer la qualité, réduire les coûts et améliorer la flexibilité qui cherche tout simplement à s'adapter aux mutations du marché. Et comme j'ai dit, donc, on est dans une situation de crise. Bien sûr, n'importe quelle entreprise, dont la première des choses qu'il doit chercher à faire, c'est alléger donc sa trésorerie. Donc, alléger sa trésorerie passe par le besoin de fonds de roulement. Et par définition, c'est avec nous, donc les financiers, le besoin de fonds de roulement, donc il y a 3 parties. Il y a les créances, il y a les stocks, il y a les échéances. Et donc, on a intérêt d'alléger les besoins de fonds de roulement et comment les alléger par une meilleure organisation. Et par, on va le voir, l'excellence opérationnelle, il va répondre à tout ça. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on doit faire avant de commencer à penser à l'incitation de la demande du marché et tout. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça, le pourquoi faire de l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore défini de quoi s'agit-il, mais au moins, je vous donne ce qu'il va nous apporter. Une belle citation d'un grand monsieur qui a beaucoup apporté à l'excellence opérationnelle. Je ne cherche pas à commencer à expliquer le Lean, Six Sigma, mais ce qui m'intéresse, c'est que comment arriver par notre façon d'en profiter de ces concepts, de ces convictions, de ces principes pour réussir l'excellence opérationnelle. Taishi Ohno, donc c'était à l'époque donc directeur technique de Toyota. Lorsqu'on va adopter l'excellence opérationnelle, ça va nous permettre de réduire le temps entre le moment où le client passe la commande et celui où l'entreprise encaisse de l'argent. Et ça, c'est à base de ça, on va réduire le besoin de fonds de roulement parce qu'on va réduire les délais. Et d'une autre manière, lorsqu'on va travailler avec l'excellence opérationnelle, on va réduire le temps entre 2 types de factures. Facture client et facture fournisseur. أي معنى أخرى غير غنتخلص من عند le client غنخلص le fournisseur sans passer par
ma trésorerie. L'excellence opérationnelle, il va vous donner cette accélération des processus et il va attaquer toutes les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client. Donc, on aura l'occasion de voir ça. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'excellence opérationnelle, donc comme concept, démarche managériale, ce n'est pas un ensemble d'outils, on va le voir, il va nous apporter, donc c'est un levier qui va nous aider à être compétitifs, à penser client, tout en cherchant à améliorer les 4 axes en même temps. Le délai, la qualité, le coût et la flexibilité. Et vraiment, il va alléger même la structure financière de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va être plutôt dans l'autofinancement si on arrive à réussir l'excellence opérationnelle. Et donc, je peux vous dire que le choix, il a été fait d'une manière judicieuse avec le club dirigeant. C'est une réflexion que l'entreprise marocaine doit penser, doit adopter, et le top management doit penser à ça. Ça concerne que ce soit le secteur industriel, l'administration, et même si on est dans le service. En un mot, de quoi s'agit-il? Tout simplement, c'est une approche qui permet de transformer le gaspillage en gain de productivité sans ajouter de ressources. Voilà donc l'excellence opérationnelle. Donc, c'est une approche, c'est un mode managériel, on va voir. C'est un ensemble d'outils qui permettent à l'entreprise de transformer le gaspillage en gain sans ajouter de ressources. Ça veut dire tout simplement en cherchant à observer comment l'entreprise crée de la valeur ajoutée pour le client. Ça veut dire aller observer tous les processus qui créent de la valeur ajoutée pour le client et chercher à identifier toutes les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Et après, vous allez mobiliser les ressources de l'entreprise par des méthodes de résolution de problèmes pour attaquer le gaspillage et transformer ce gaspillage en gain. Et si c'est avec nous juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, et comme je suis limité par le temps, mon matériau pédagogique de l'audience cherche tout simplement à vous donner le fil conducteur. Mais il y a beaucoup de choses. Si avec nous, donc, une entreprise qui traite avec les process, il a un équipement à optimiser, donc il y a un indicateur qui est le TRS. Ça veut dire si votre TRS elle est faible, donc c'est une source de gaspillage qu'on cherche à améliorer. Donc, il faut mobiliser une équipe multifonction pour qu'il puisse, si vous gagnez un point, vous allez gagner des points dans votre chiffre d'affaires. Voilà, donc je transforme le gaspillage en gain sans ajouter de ressources. Alors que malheureusement, nous, on a pris l'habitude, avant de commencer à observer votre réalité et voir est-ce que mes ressources ils sont bien optimisées, je commence à ajouter les ressources, je commence toujours à penser investissement. Mais d'abord, il faut dire mon moyen de production, mes ressources, est-ce que déjà ils sont optimisés? Donc voilà, donc, une définition du gaspillage. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est optimiser une chaîne de valeur, se focaliser sur tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée au client et chercher à attaquer, à éradiquer ce gaspillage. En éradiquant ce gaspillage, on est en train tout simplement de convertir, de transformer le gaspillage en gain. Et une définition pour comprendre le gaspillage, c'est quoi un gaspillage? Et ça, c'est une définition de ONU aussi. Le gaspillage est tout. Le gaspillage, c'est l'entreprise. Sauf la quantité minimum requise de machines, de matériaux, de pièces et de temps de travail absolument essentiel à la création du produit ou service. Maintenant, toutes les tâches qui n'entrent pas par la définition, c'est du gaspillage. Ça veut dire considérez-le comme un gaspillage et on a intérêt de rire. Voilà. Une réunion qu'on organise comme un outil de travail pour coordonner entre nous et on passe 2 heures, 3 heures sans rien décider, pour cette approche, c'est un gaspillage. Et exprès, je vous donne ce type d'exemple pour que je puisse vous dire que cette façon de voir nous permet d'observer autrement notre réalité. Donc, il y a beaucoup de gaspillage et on s'est habitué, malheureusement, alors que l'approche, il vous dit tout ce qui sort de ce cadre-là, la quantité minimum requise en temps de machines, matériaux, de pièces, matières premières nécessaires pour le produit, c'est un gaspillage. Au-delà de ça,
On doit le considérer comme un gaspillage, comme ça on est conscient de ça et donc on a intérêt de penser à le réduire. Et donc, je ne vais pas m'étaler là parce que Had l'approche, il a défini un ensemble de sortes de gaspillage. Un déplacement inutile, c'est un gaspillage. Les pannes équipements, c'est un gaspillage. Donc, on a défini 7 sortes de gaspillage. Et le pire des gaspillages, donc s'il y a quelqu'un qui va poser donc une question dans ce sens après, donc on peut détailler, mais même on a vraiment identifié les différentes sortes de gaspillage. Et moi, je me focalise sur le pire des gaspillages. Le plus dangereux des gaspillages est celui qu'on ne voit pas. Alors qu'il y a un stock qui dépasse mes besoins, donc c'est un gaspillage, oui, il y a un coût de détention, il occupe de l'espace. J'ai un ordinateur et j'ai acheté une solution informatique et malheureusement, je n'arrive pas à travailler avec à peine j'utilise tel module achat ou le module vente, alors que j'ai même acheté le module gestion de production. Bon, c'est du gaspillage parce que vous êtes dans le surprocessing. Vous avez acheté des choses qui dépassent votre besoin. Et malheureusement, c'est les types de gaspillage qu'on fait. Parfois, on surdimensionne les achats par rapport à nos besoins. Donc déjà, c'est une sorte de gaspillage. Mais le plus dangereux des gaspillages est celui qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas, les gens ils sont démotivés. On ne voit pas, il y a des conflits interpersonnels dans la partie cachée de l'iceberg. Les gens, donc ils sont pas impliqués, ils sont pas engagés. Donc, c'est le pire des gaspillages. Mais tout ce qui est matériel, on le voit, c'est du gaspillage. Mais le pire, c'est celui-là, la démotivation des gens. Un gaspillage, c'est vous avez donc une compétence, malheureusement parce qu'il est démotivé. Donc, voilà. Troisième question, donc pour répondre à l'environnement propice. Donc à ce stade-là, donc j'ai répondu à 2 questions. La première, donc le pourquoi. Tout simplement, c'est un levier qui permet de nous aider à s'adapter au contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte caractérisé par une concurrence accrue, on traite dans l'incertain, et l'excellence opérationnelle, il va aider l'entreprise à penser performance, qualité, délai, coût, flexibilité et mettre le client au cœur de ces processus. La deuxième question, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement, c'est une approche managériale pour focaliser les gens sur le gaspillage et ont cette motivation d'attaquer ce gaspillage pour le transformer en gain. Donc, déjà, il faut observer ce gaspillage. Et donc, il y a un ensemble de techniques pour observer ce gaspillage. Donc, on n'a pas le temps de les traiter comme le Valuancy Mapping, donc un ensemble d'outils et de techniques. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la troisième question, c'est l'environnement propice. Wesh, ay environnement, n'importe quelle entreprise, il peut réussir à le type de projet. Moi, je vous dis, donc, il y a des éléments qu'il faut préparer. Donc, il y a des éléments qu'il faut préparer pour que l'approche jaillit et nous apporte sa finalité. Si vous arrivez à développer 3 attitudes chez vos collaborateurs, chez vos ressources, les 3 attitudes, c'est le vouloir faire. Est-ce que mes collaborateurs, est-ce que mes employés, ils ont le vouloir faire? Ça veut dire quoi le vouloir faire? L'engagement, l'implication. Ils veulent travailler avec moi. Ils s'engagent avec nous dans le résultat. Ils ont cet engagement, implication, motivation. Ça, c'est la première attitude. Si vous avez des gens, il leur manque de l'implication, de l'engagement, de la motivation. Ils vont rien nous apporter. Ils vont juste faire le nécessaire. Le nécessaire, ou ديما غادي تلقاهم كيتسناو la fin ديال la journée باش يخرجوا في حالهم. هاد le vouloir faire, comment je peux le développer? Donc il n'y a pas plusieurs questions, donc plusieurs réponses. La seule réponse, il est dans votre façon de manager les ressources. Est-ce que votre management, il est un management qui génère de la motivation? Est-ce qu'il est caractérisé par du leadership positif? Donc, si vous êtes dans un management centralisé, autoritaire, il faut savoir qu'un management basé sur l'autorité, il tue la responsabilité. On déresponsabilise les gens, donc ils deviennent des exécutants. Alors que l'excellence opérationnelle, il demande des collaborateurs
capable de prendre de l'initiative, motivé à faire. Donc, la question, c'est au niveau de notre façon de manager les équipes, c'est votre management qui est basé sur du leadership situationnel, génère de la démotivation, alors on ne va pas développer cette attitude qui est le vouloir faire. Ça, c'est la première attitude. Donc, la deuxième attitude, c'est le savoir quoi faire. Ça veut dire jusqu'à quel niveau je développe de l'autonomie et de la responsabilité chez mes collaborateurs. Est-ce qu'ils arrivent à être autonomes, à prendre de l'initiative? Bien sûr, donc si vous êtes dans un management centralisé, alors, comme j'ai dit, on déresponsabilise les gens. Ils ne vont jamais prendre de l'initiative. Ils vont toujours attendre le chef les orientations. Le management centralisé, il est vraiment dépassé. Aujourd'hui, il faut aller vers un management collaboratif, un management participatif qui veille sur l'élément humain. Où à chaque fois, on vous donne de l'autonomie et on donne de la responsabilité. C'est de l'automotivation. La personne, il va s'automotiver parce que lorsque je donne à la personne de l'autonomie, de la prise d'initiative, il assume responsabilité, il sait d'avance que son chef direct, il fait confiance en lui. Et donc, la confiance, il est important. Le vouloir faire, le savoir quoi faire, demande à ce que le management doit être caractérisé par un management délégatif. Un management délégatif. Et malheureusement, ce n'est pas n'importe qui il est capable de déléguer, il faut le dire. Donc, déléguer, ce n'est pas se débarrasser. Déléguer, déjà, il faut avoir en vous trois attitudes. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais déléguer. La première, c'est que est-ce que vous faites confiance en soi? Il est ma vous n'allez jamais donner parce que à chaque fois en tant que manager ou en tant que responsable il a donc toujours il y a cette méfiance. Au cas il faut avoir cette habitude de faire confiance aux autres. Donc déjà l'élément confiance. Et c'est quoi la confiance? La confiance, c'est tout simplement j'ai la preuve à ce que l'autre il respecte ses promesses. Deuxième attitude pour que je puisse développer cette habilité de déléguer, c'est bien sûr, on ne peut pas déléguer si je ne forme pas mon équipe. Je dois passer du temps à former mon équipe. Et lorsque je dis former, on n'est pas dans la formation continue, non, on est dans l'apprentissage continu. Ça veut dire accompagner mes collaborateurs. De l'accompagnement permet bien sûr de leur donner des possibilités de prise d'initiative en fonction de leur maturité. Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on est dans le manager pédagogue, on est dans le manager coach. Ça, c'est un sujet qui est très, très vaste et on peut le détailler. Troisième attitude qu'il faut développer, c'est le savoir-faire. Là où il y a le vouloir-faire, la motivation. Ou l'autonomie, il me manque la compétence, alors je vais faire un travail défectueux. Donc, le savoir-faire. Ça veut dire qu'il faut veiller, comme j'ai dit tout à l'heure, veiller sur la compétence de vos ressources. Et là, je suis dans l'apprentissage continu, je ne suis pas dans la formation continue. Et l'apprentissage continu, c'est apprendre sur le tas. Et ça, c'est le meilleur apprentissage. On est dans l'andragogie. Et c'est pour cette raison, l'excellence opérationnelle, elle-même, il développe les compétences. Parce que parmi ces principes de l'excellence opérationnelle, comme j'ai dit, le gaspillage comme un problème, on considère le problème comme une opportunité d'améliorer et d'apprendre des choses. Voilà. Donc, si votre façon de faire, vous arrivez à développer les trois attitudes, il y a du savoir-faire, les gens apprennent sur le temps, de temps à autre, on organise des formations continues. Les gens, je le sens, ils ont ce savoir quoi faire, autonomie, initiative, mais à chaque prise de décision, ils doivent monter en haut pour la prise de décision. Attention, le management centralisé, l'équipe de management centralisé, فيما كتولف ذاك الكولابوراتور ديالك بور نيمبورت كيل بروبيير يجي لعندك راه كيعطيك القروده. الا كانوا عندك 30 انت زيتي 30 قرض في النهار حطيتي 4 مشيتي بهم للدار هذا هو لو ستريس. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui le manager ou le management doit savoir faire travailler les autres en leur donnant de l'autonomie. C'est une source pas de motivation mais d'automotivation. C'est pour ça on a intérêt, il faut le dire, de libérer les collaborateurs d'IANA de deux choses. La première,
d'une peur vis-à-vis de la hiérarchie. Parfois, on a tendance, avec le management, de centraliser. Donc, il y a cette peur qui se développe. Et la peur, parfois, a tendance de développer des attitudes de cacher les problèmes, alors que l'excellence opérationnelle, parmi ses principes, c'est de montrer les problèmes. ملي كتدخل لواحد الفضاء d'une organisation, on commence à dire خلي داك الجمل راقد, alors bien sûr il y aura jamais de l'excellence opérationnelle. Donc c'est pour ça il est important de te préparer d'abord l'environnement. Le management centralisé donc il génère cette peur vis-à-vis de la hiérarchie qui nous donne cette tendance de cacher les problèmes au lieu de les montrer. Deuxièmement, le management centralisé, donc ce qu'il fait donc déjà la peur, donc il faut qu'on arrive à libérer les ressources ديالنا من une hiérarchie non productive. Et dans ce sens-là, donc voilà, donc si vous arrivez à développer ces trois types d'attitudes, vouloir faire, ça c'est le savoir quoi faire et le savoir-faire. Donc vous avez bien compris qu'il passe par notre façon de manager les collaborateurs et surtout de la génération Z. Donc il faut arriver à développer un management caractérisé par la délégation, caractérisé par un management participatif. C'est beaucoup d'empowerment, responsabilité et autonomie. Et pour répondre à votre soif dans ce sens-là, bien sûr, donc je récapitule tout ça par une citation de ONU. Donc, pourquoi ne pas faciliter le travail et le rendre plus intéressant pour que les gens ne transpirent plus? Le style de Toyota ne cherche pas à créer des résultats en travaillant dur. C'est un système qui ne fixe pas de limite à la créativité des gens. Les employés ne sont pas chez Toyota pour travailler, ils y vont pour penser. Ça veut dire être une force de proposition. Ça veut dire qu'ils contribuent avec nous à améliorer les choses, à prendre des décisions. Donc, pour ne pas rester là, donc je partage avec vous de belles lectures donc, qui peuvent vous apporter beaucoup de choses dans ce sens-là. Comment créer cet environnement propice, l'élément humain, donc c'est un très beau livre donc, qui parle de cette relation entre la confiance de soi et l'estime de soi qu'on doit développer chez nos collaborateurs et la performance. Et un autre livre donc, qui parle d'un concept très très fort pour qu'on puisse se libérer de cette structure pyramidale. Donc, l'entreprise libérée, c'est le mot libéré, donc il reflète beaucoup de choses. Se libérer de cette hiérarchie non productive, libérer les gens de la peur, leur donner de l'autonomie, de l'initiative. Et juste une anecdote pour ce livre, pour aider le concept. Donc, l'appellation RH, ressources humaines, pour aider le concept, RH, c'est rendre heureux les gens. Donc, voilà. Je récapitule l'environnement propice, donc ce qu'il faut faire donc, pour, bien sûr, à ce que l'excellence opérationnelle se développe et apporte ses fruits. Donc, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas un ensemble d'outils à mettre en place, c'est vraiment un état d'esprit, une culture, un management qu'il faut d'abord adopter ou bien sûr il faut donner du savoir sur la manière de déployer les outils qui permettent d'observer le problème et qui permettent aussi de résoudre un problème. Donc, c'est vraiment important. Si on n'arrive pas à faire de l'environnement, on ne peut pas réussir les approches. Je suis très convaincu dans ce sens-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, la majorité d'entreprises marocaines, moi je ne parle pas des structures multinationales, ils viennent avec leur approche d'excellence. Malheureusement, هاد لي سوتيان اللي جاي من عند الدوله انماء ماروك بي ام ما كندخلوا ما كنلقاوش ليكسيونس اوبيراسيونيل وحتى الا كنلقاو داك ليكسيون كنلقاو باقي في لي بازيك ديالها يلا اون اورغانيز لي بوست دو ترافاي اون في دو 5 اس pour la propreté alors que هاد les approches d'excellence c'est vraiment une approche managériale. Donc il faut d'abord préparer l'environnement en tenant compte de la manière comment se base sur votre façon de manager les ressources pour développer ces trois attitudes, vouloir faire, savoir faire et savoir quoi faire. وبالتأكيد أي حاجة جبتيها pour la traiter de la manière de l'excellence opérationnelle, des gens ils vont répondre parce qu'ils sont vraiment
stimulé. À chaque fois, je lui dis dans mes conseils, dans mes accompagnements, une chemise italienne serrée sur le corps, le corps ديالي وانا عندي دوك لي عندي القنات هذا نو سي بعد ندير شويه ديال السبور نطيح القنات عاد لبس لا شيميز. Donc l'environnement propice, je le récapitule, il faut développer une structure apprenante. Et lorsque je dis structure apprenante, c'est apprendre sur le tas. C'est que les gens, ils vont apprendre par les expériences vécues en traitant des gaspillages, en traitant des problèmes rencontrés. Donc, ils vont apprendre. La structure apprenante, il nous donne cette différence entre la connaissance et la compétence. L'excellence opérationnelle, il vise à développer les compétences, pas les connaissances. Et la compétence, c'est la connaissance mise en œuvre. Ils ont beaucoup de connaissances, mais il leur manque la compétence parce qu'ils n'ont jamais pratiqué la connaissance. Et la performance que j'ai traitée tout à l'heure n'est que la compétence mise en pratique ou la mise en œuvre. Donc voilà donc la compétence. Et un mot sur la compétence, lorsqu'on parle de compétence, on n'est pas dans les spécialités. Peu importe la spécialité, directeur général, vous êtes dans le commercial, vous êtes dans les ventes, il faut avoir 3 types de compétences. Compétence de pensée. Il faut avoir cette compétence de pensée. Vous êtes une force de proposition. Vous êtes une force de proposition. Vous arrivez à analyser, à synthétiser. Et la compétence de pensée ne peut se développer qu'à travers les sources ou les 12 sources. D'abord, la lecture. Alors que il faut le dire parce que je projette ce qui se passe dans ma réalité professionnelle. وكذلك les expériences vécues. D'une expérience à l'autre, je développe des idées et je deviens une force de proposition. Ou les webinaires, le réseau et tout. Deuxième compétence qu'il faut qu'on développe en nous, c'est l'action, la mise en place. Comment arriver à mettre en place une idée, travailler en mode projet, fonctionner en mode projet, plan d'action, jalonner dans le temps. Donc ça, c'est aussi important. Et l'excellence opérationnelle, il respecte tout ça. Troisième compétence qu'il faut qu'on développe en nous, et ça c'est aussi important, c'est ce qui est relationnel. L'intelligence émotionnelle, on parle de soft skills. Les soft skills, on ne les développe pas par juste des séances de coaching. On les développe sur le temps. À force de travailler avec les autres dans l'amélioration continue, je commence à développer mes habilités, comment je gère les désaccords, comment je négocie, la prise de parole en public, comment j'anime une réunion. C'est par la pratique. C'est des compétences. L'intelligence émotionnelle se développe, comment je gère mon colère, comment je gère mon stress. Donc tout ça se développe sur le tas. Voilà, sur la prise de parole en public. Il a l'entreprise la possibilité d'exposer devant eux ce que j'ai fait, je ne vais jamais savoir prendre la parole en public. Il y a une structure apprenante. On apprend sur le tas et les approches d'excellence opérationnelle, les entreprises qui adoptent les approches, je prends l'exemple de Toyota, donc c'est une structure apprenante. Donc, parce qu'on vous donne la possibilité de développer la pensée, la mise en place de l'action et bien sûr vos habiletés relationnelles. Donc, ça c'est important. Autre chose qui doit caractériser notre environnement pour que l'excellence opérationnelle réussisse, c'est le respect de l'individu, donc sa reconnaissance. Ça c'est aussi important. L'empowerment, donc tout est lié, c'est l'autonomie, la responsabilité des gens. Il faut leur qu'on donne de l'autonomie, ils se responsabilisent, ils se libèrent de cette structure pyramidale, verticale et aller vers du management transverse. L'intelligence collective, ça c'est aussi important. Aujourd'hui, donc, on a un problème qui limite la performance d'une entreprise. Généralement, c'est un problème d'interface. Je ne peux pas traiter un problème si je n'ai pas cette intelligence collective. Ça veut dire à ce que les différents services de mon organisation arrivent à se compléter, à travailler ensemble, au lieu de rester dans un état d'esprit à ce que l'entreprise elle est en guerre avec elle-même. Au lieu d'être en guerre avec les concurrents pour garder ses parts de marché, on a le cloisonnement. Alors que l'excellence opérationnelle doit avoir ce qu'on appelle un décloisonnement des services et gommer les interfaces et développer cette intelligence collective, libérer les gens à travailler ensemble au lieu de rester dans une structure pyramidale et renforcer le management transverse. Et c'est pour ça que les excellences opérationnelles adoptent le mode projet.
Bien sûr, il faut toujours avoir un alignement entre la stratégie, la structure, et leadership et culture. S'il n'y a pas cet alignement entre ce qu'on cherche à faire dans le temps avec une stratégie et avec une organisation adaptée, avec un management adapté et avec des valeurs qu'on partage, bien sûr, on cherche toujours à développer l'intelligence collective à base de valeurs partagées. Donc, voilà en gros sur quoi le moussir ou l'organisation qui cherche à mettre en œuvre ou à mettre en pratique l'excellence opérationnelle, il doit déjà préparer son environnement en développement de l'autonomie, la responsabilité, une structure apprenante, respect de l'individu, l'intelligence collective et un alignement entre la stratégie, structure, leadership et culture. Donc voilà, je pense que je suis arrivé à répondre à ces questions de pourquoi on a intérêt. Donc, à chaque fois, je récapitule pour garder le fil conducteur, il est très important. Le sujet il est très, très vaste. Il y a beaucoup de... même, je cherche à choisir mes mots. Donc, comme ça, quand je à l'approche d'excellence, fort possible qu'on ait des experts dans ce domaine. De quoi s'agit donc pourquoi on a intérêt, donc vous avez compris, donc il y a un lien direct avec la compétitivité, donc c'est jugé. De quoi s'agit-il? Donc tout simplement donc attaquer le gaspillage, mettre une organisation pour chasser le gaspillage et chercher à se focaliser sur ce que demande le client en termes de valeur ajoutée. Et quel est l'environnement propice? Donc j'ai cherché à dire si votre management arrive à développer 3 attitudes: vouloir faire, savoir faire et savoir quoi faire, vous avez un environnement propice pour penser à mettre une approche d'excellence opérationnelle qui focalise vos équipes sur le gaspillage. Ils auront le courage de le montrer parce qu'ils font confiance au système. Ils vont chercher donc à l'attaquer par une intelligence collective. Maintenant, comment déployer l'approche d'excellence? Donc, il y a 4 obsessions, les étapes. La première étape, donc, c'est il faut que votre organisation se focalise sur la performance. Ça veut dire déjà, il faut mesurer cette performance. Il faut que vos processus, et donc c'est pour ça la norme ISO 9001, bon, depuis la version 2002, alors que les normes ISO, attention, ils sont en retard par rapport à ce qui se passe. Dis, mais ils sont en retard. Madkhalo, l'approche processus, c'est en 2002. Le risque, c'est en 2015. Donc, ils sont toujours en retard. Il faut les bonnes pratiques. Donc, la première des choses, si vous voulez développer une approche d'excellence, c'est d'abord, il faut mesurer votre performance. Est-ce que la majorité des processus de l'entreprise FIA des indicateurs de performance qu'on mesure et qu'on cherche à analyser l'écart? Ça, c'est important. Si vous n'avez pas ça, il faut déjà commencer par mesurer votre performance. Et vraiment, il faut bien choisir les indicateurs de n'importe quel processus. Si je suis dans un atelier d'assemblage, il faut mettre l'indicateur efficience, la qualité. Donc, si je gère des équipements, il y a un ensemble d'indicateurs qui peuvent répondre à ça, le MTBF, le MTTR, le TRS. Si vous êtes dans les achats, donc il y a d'autres indicateurs. Si vous êtes dans la gestion de stock, tout dépend. Si vous êtes dans les ressources humaines, donc il faut bien choisir vos indicateurs de performance. Ce n'est pas pour les montrer, non. Pour travailler avec, parce que c'est une source d'amélioration. Et deuxième étape qu'il faut faire, la performance et les objectifs par indicateur de performance vont nous montrer est-ce qu'on est dans la bonne conduite. Donc, c'est pour cette raison, la deuxième étape, il faut développer une organisation qui permet d'être attentif vis-à-vis du problème. Je suis attentif. Un problème. Attention, il y a un problème. Donc, il faut, parce que la performance s'est dégradée. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut développer un environnement qui permet de détecter rapidement les problèmes. Et si on les détecte en retard, c'est la performance qui va se dégrader. Et donc, de quelle manière je développe un environnement devant les postes de travail, dans les bureaux, à ce que rapidement, les gens concernés par la performance arrivent à voir rapidement comme quoi leur performance se dégrade. Comme ça, ils vont réagir. Mais une semaine, on va faire une réunion pour dire qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. La manière de faire aujourd'hui, elle est vraiment dépassée. Aujourd'hui, avec les moyens informatiques, avec le phénomène de la digitalisation et de la numérisation, ce qu'on va gagner avec ces outils, c'est rapprocher le constat de la défaillance à l'action.
Si j'arrive à rapprocher, alors vraiment, on va gagner beaucoup de choses. Et je fais toujours référence le tableau de bord de la voiture. ملي كتشعل لك بولا حمراء راه النفسيه ديالك كتخسر tu réagis ما كتسناش وهذا هو الفهم ديال هاد l'attention au problème. Donc il faut mettre en place un ensemble d'outils au sein de votre espace de travail pour donner cette possibilité de voir rapidement, bien sûr, la défaillance d'une performance. Et je peux citer la méthode 5S, la standardisation, le management visuel, à de trois mécanismes qui permettent tout simplement, mais tout simplement de montrer rapidement la normale du normal. Voilà, c'est un autre travail qu'il faut faire. Ou voilà, donc j'aime mis les postes de travail là, on crée de la valeur ajoutée ou même au sein des services pour qu'on puisse identifier rapidement et comme ça, on aura une réaction. L'étape 3, il faut adopter une approche de résolution de problèmes, structurer la résolution de problèmes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la majorité des problèmes qui limitent la performance, c'est des problèmes multifonctions, multimétiers, c'est des problèmes d'interface. Alors, ce n'est pas l'affaire d'un service ou d'un département, c'est l'affaire de plusieurs services qui doivent savoir travailler ensemble. Et pour qu'on puisse les aider à résoudre ensemble le problème et générer cette intelligence collective, il faut qu'on adopte une méthodologie de résolution de problèmes. Et je ne suis pas là, le temps, on est limité par le temps. Il y a donc un ensemble de méthodes. Si vous connaissez la méthode Six Sigma, donc, c'est une approche d'excellence. Il a développé la DEMA ici, définir le problème, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. La méthode 8D, si c'est avec nous des gens de l'automobile, les outils qualité d'Ishikawa. Donc, c'est des méthodes qui ont force. On suit un processus de résolution de problèmes qui est scientifique et qui respecte, comme j'ai dit à chaque fois, la logique de la pensée. Passer du temps à observer le problème pour le comprendre et puis agir, proposer une solution. Donc voilà, observer, comprendre, agir. Je ne peux pas résoudre d'une manière efficace un problème, il a de la logique de la pensée. Je passe du temps à observer le problème, à le comprendre et agir. Le médecin, c'est ce qu'il fait. La logique. Là, observer, là, comprendre, où tu me directement la solution, où tu commences à proposer une action à mettre en place. Alors, vraiment, on est dans le travail d'un pompier. Voilà. J'ai mis les structurations de résolution de problèmes. Il respecte la logique de la pensée. Observer, comprendre et agir. Et bien sûr, pour arriver à supporter les trois étapes, le système, il développe les collaborateurs. Parce que résoudre un problème, c'est demande de la créativité, demande des idées, demande de l'innovation, demande d'analyser la situation et nous proposer des choses. À force de travailler sur les problèmes par cette structuration de résolution de problèmes, on va développer les compétences de nos ressources. Ou quand les compétences techniques, comme quand les compétences d'habilité relationnelle. À force de travailler avec l'autre département, on commence à s'accepter au lieu de rester dans la concurrence. On commence à savoir mieux gérer les désaccords. On commence à mieux réussir les réunions. Malheureusement, les réunions, parce qu'on considère la réunion comme le lieu pour faire le constat. Alors que la réunion, c'est un outil de coordination pour décider sur deux choses et considérer la réunion comme une ressource. Il ne faut pas gaspiller ou abuser de sa consommation. Voilà donc la méthodologie qu'il faut suivre. Et il ne faut pas faire du copier-coller. Chaque entreprise doit. Donc, ça, c'est des concepts. D'abord, mesurer la performance. Quels sont mes indicateurs de performance pour que je puisse mesurer ma performance opérationnelle? Qu'est-ce que je dois faire dans mon environnement pour que les gens arrivent facilement à détecter rapidement les problèmes? Il fait référence au tableau de la voiture. Et en même temps, les gens réussissent à résoudre un problème qui est généralement entre départements, il faut leur donner une méthodologie de travail. Et bien sûr, faute la résolution de problèmes, c'est on demande de la créativité, on demande de l'innovation, on demande à ce que les gens aient une force de proposition, donc le développement des collaborateurs. Voilà. Bon, je récapitule tout ce que j'ai dit par l'appellation de la citation d'Alford. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble est un progrès, travaillons ensemble est la réussite. Et donc, l'excellence opérationnelle, c'est un levier qui permet de développer les intelligences collectives,
pour qu'ils puissent se focaliser sur les objectifs de l'entreprise. Les écarts entre la performance et l'objectif, là, ils vont être, on est dans l'industrie, on est dans le service, on est dans l'incertain, on est dans l'imprévu, mais ce qui nous manque, c'est cette réactivité vis-à-vis de l'anomalie. Il va développer les 3 attitudes et développer cette intelligence collective avec les 4 étapes qu'on nous dit. Il y a la force, une force de résolution de problèmes et une force de structure apprenante. On apprend par les expériences tout en développant de la force de résolution des problèmes qui vont être rencontrés parce que dans l'industrie, comme j'ai dit, il y a une partie qui est aléatoire. Voilà. Donc, toujours dans comment la déployer, comme j'ai dit, il y a un système managérial organisationnel. Donc, il faut organiser comment les gens vont se retrouver pour résoudre les problèmes. Là, on doit créer un espace de recul, des gens qui vont s'occuper de ça. Parfois, on nomme quelqu'un ou qu'on amélioration continue, parfois le transverse. Donc, un espace où les gens, ils vont bien sûr se retrouver, ils vont oublier donc, les casquettes dialogue, ils sont là pour traiter un problème, panne machine, rupture de stock, où ils vont penser à résoudre ce problème avec des méthodologies, avec du reporting, donc tout un système managérial pour bien sûr développer donc l'aspect organisationnel. Bien sûr, il y a le système opérationnel, donc ça veut dire ce qu'on fait dans nos processus. On va vous détailler un petit peu dans ce sens-là. Et le troisième système, qu'on a tout à l'heure, il faut développer une culture qui est basée sur la solidarité, sur la reconnaissance, le partage, qui génère de l'autonomie. Donc, qu'on a tout à l'heure, l'environnement propice. Si je donne un exemple sur le système organisationnel, bien sûr, comment, c'est ce qu'il faut faire. Donc, comment on suit la performance, comment on partage l'évolution de notre performance, les processus, comment on développe les compétences, comment le suivi des compétences, le développement de la polyvalence, comment les équipes sont organisées pour gérer le progrès, pour résoudre les problèmes que nous avons. Donc, c'est des systèmes à mettre en place, c'est des systèmes à déployer. D'accord? Voilà. Et donc, et dans le système opérationnel, là, j'ai expliqué le système donc, organisationnel, c'est comment je focalise les gens à travailler ensemble par rapport à une dégradation d'une performance. Et le système opérationnel, ce que je vois dans mes processus, je dois d'abord mettre en place du management visuel. Comme j'ai dit, le management visuel, c'est un outil qui permet d'identifier et de détecter rapidement les anomalies. Bien sûr, il faut standardiser. La standardisation, c'est aussi un outil pour détecter l'anormal du normal. Les normes ISO, donc c'est une façon de formaliser votre manière de faire. Bien sûr, il faut développer de la propreté par la méthode 5S. Et 5S aussi, c'est un outil, mais c'est un outil pour identifier la normale du normal. Ou les techniques, management visuel, standardisation 5S, là, ils se combinent et ont une force. Ou bien sûr, il faut développer un système proactif. Chez le système proactif, la qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas la produire. Il ne faut pas la contrôler. Mais si on a un contrôle à la fin pour dire si je suis dans un processus de production. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper les défaillances? Et là, on est dans la qualité proactive. On est dans l'anticipation, il y a un ensemble d'outils qui permettent de faire ça. Alhamdoulilah, même la norme ISO 9001 version 2015, il a intégré la notion de le management des risques. Et donc, anticiper les défaillances, aujourd'hui, si on ne le fait pas, c'est un coût en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper les défaillances, que ce soit au niveau de la qualité intrinsèque de produits ou là, que ce soit dans la conduite des projets? Donc, on doit intégrer cette notion d'agilité et de proactif.
l'accélération donc le système très important qui est un ensemble d'outils, donc je vais pas, il y a beaucoup de choses à dire, donc il y a les AMDEC, donc analyse de mode de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. C'est un outil qui permet donc d'identifier les défaillances d'un processus. Donc on a un ensemble de techniques. Donc le proactif, c'est les gens qui traitent dans le domaine de l'automotive, ils savent, donc les Pokayuki, donc les anti-erreurs et tout. L'accélération des flux, donc comment accélérer un flux en attaquant les gaspillages. Donc, accélérer le flux, c'est tout simplement, il faut limiter les niveaux de stock ou il faut limiter les aléas, donc les aléas qui perturbent l'accélération d'un flux. Donc, tout un travail à faire pour qu'on puisse se focaliser sur les tâches valeur ajoutée et attaquer les tâches non valeur ajoutée, la redondance, refaire les choses, les interfaces. Donc, tout ça permet, en les gommant, permet d'accélérer le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse alléger la structure financière, le besoin de fonds de roulement et rapprocher les deux types de facteurs que j'ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, dans le système opérationnel, il faut aussi, comme j'ai dit, mettre une approche de résolution de problèmes. Donc, comment les gens arrivent à travailler sur résoudre un problème. Donc, il y a des méthodologies. Je peux partager avec vous bon, le Lean, donc الكلمة عربية لين donc تكونوا كتعرفوا دونك بالتاكيد لو لين. انا ما بغيتش نتكلم من الاول لين سي سيغما، ما عطيتكم لو كونسيبت كيفاش هذوك الناس فكروا كو سا سوا تويوتا اللي بدات لو لين او لا سي سيغما عند موتورولا، راه il répond دوك لي كات il répond لجميع donc les questions que j'ai posées. Donc le Lean, la maison TPS donc Toyota Production System, il répond à ces questions. La base, c'est les basiques pour montrer les problèmes. Et bien sûr, il faut inculquer aux équipes une façon de résoudre le problème et travailler sur les deux piliers, un pilier pour accélérer le flux et un pilier pour développer le Jidoka ou là, un système proactif. Bien sûr, le Six Sigma, il est aussi orienté voie client. Il attaque tout ce qui est variation. Variation, ça veut dire la variation par rapport à ce que demande le client. À chaque fois, on réduit la variation, on va réduire les coûts et on va contribuer à la satisfaction du client. Et c'est pour ça aujourd'hui, on parle Lean Six Sigma parce qu'il se complète. Le Lean attaque le gaspillage et Six Sigma, il attaque la variation. Ou c'est des approches d'excellence. Je ne voulais pas vous dire faire du Lean ou faire du Six Sigma, dire l'hybridité. Il répond à les questions que j'ai traitées tout à l'heure. Voilà. Dernier point, et je vous donne j'ouvre donc pour les questions. Bien sûr, il ne faut pas l'excellence opérationnelle, c'est un levier. Mais en même temps, il a des limites. Attention, aujourd'hui, on est dans l'innovation, on est dans d'autres choses. Donc, fort possible, vous connaissez ces entreprises. LinkedIn, Zipcar, Blablacar, Airbnb, c'est des entreprises qui ont adopté ce qu'on appelle une stratégie de rupture. Ça veut dire qu'ils ont réinventé l'existant et ils ont bien sûr développé un business là où il n'y a pas de la concurrence. Donc, c'est pour cette raison, les approches d'excellence opérationnelle, ils ont tendance à améliorer l'existant. Alors que les GAFA et tout, ils n'ont pas amélioré l'existant, mais plutôt ils ont allé vers un autre concept. Au lieu d'exploiter l'existant, mais ils ont allé vers un concept d'exploration, explorer d'autres business. Là où il n'y a pas de la concurrence, là où le marché donc il est porteur donc donc vous êtes seul. هذا جات تبارك الله مع هذا l'ère de l'évolution le digital et la numérisation. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en cause et créer des business models basés sur l'innovation de rupture. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, aujourd'hui, il faut être dans le learning how, et ça veut dire dans la logique d'exploitation, comment mieux exploiter l'existant. C'est bien, en même temps, être dans la logique de l'exploration. Ça veut dire être dans le learning why.
Ça veut dire le pourquoi de la chose. Comment je peux remettre en cause l'existant et aller vers autre chose. Donc, il ne faut pas dire que ça y est, je reste dans l'excellence opérationnelle. Non, attention, il se peut que votre concurrent, il va remettre en cause l'existant, il va proposer d'autres choses et il va aller vers un autre business qui dépasse votre business. Voilà. Donc, à ce niveau, innovation de rupture, donc je partage avec vous de très beaux livres à lire et on a intérêt, alhamdoulilah, le confinement, il nous a donné beaucoup de choses. On est en train de penser à un modèle économique et bien sûr, il faut que ce modèle on profite de tout ce qui se passe au niveau technologique donc, et remettre en cause les choses et on a intérêt à ce qu'on pense à en profiter mais de l'ère de la transformation digitale et tirer le maximum. On a réussi beaucoup de choses. On a réussi le secteur automobile comme domaine, donc parmi les métiers mondiaux du Maroc. On a réussi tout ce qui est énergie renouvelable. Bien sûr, il faut qu'on aille vers aussi les types d'industrie ou de technologie qui se base sur les données et pourquoi pas ne pas avoir notre Silicon Valley que ce soit Casa Nerchor, la Technopolis ou la autre, il faut oser et il ne manque rien. Donc c'est un ensemble de livres qui développent le type de réflexion. Et pour le mot de la fin, pour donc répondre à votre soif, donc je partage avec vous un ensemble de livres. Il y en a 1 heure et parler sur l'excellence opérationnelle, elle est très, très, très limitée en termes de durée, mais le plus important, c'est l'excellence opérationnelle. Il va répondre à beaucoup de choses si on veut alléger la structure financière de l'entreprise et si on veut mieux alléger les impacts de la crise. C'est vrai, l'environnement externe, il doit nous apporter de l'aide, il doit développer des incitations à la demande ou à la consommation, mais en interne au sein de l'entreprise, il faut qu'on rationalise notre façon de créer la valeur ajoutée pour le client. Donc voilà donc d'autres livres qui sont vraiment intéressants, qui traite le sujet et un très beau livre de l'ambition au cœur de la transformation. C'est une belle expérience d'un grand monsieur, donc vraiment Léon Mustafa Tsarrab, le PDG de l'OCP. Donc, et d'ailleurs, le livre, donc, il a été rédigé par un grand consultant de HEC de Paris, où en bas, il dit « Le sang vient du Sud ». Ça veut dire, nous aussi, on peut donner des leçons si on fait confiance à nous-mêmes et si on développe cette intelligence collective et a de l'ambition au cœur de la transformation. Il vous donne le chemin qu'a suivi donc, le PDG de l'OCP pour qu'il puisse redresser l'OCP. Voilà, donc je vous donne la parole à Si Alaoui. Je remercie l'auditoire de leur écoute et je suis à leur disposition pour des questions-réponses. Merci beaucoup, Sel Ammaré, pour la richesse de votre contenu. Je vous accorde que traiter la thématique en l'espace d'1 heure, ce n'est pas suffisant. On pourrait peut-être programmer une autre séance pour rentrer beaucoup plus dans les détails et puis apporter plus de clarification. Je lance tout de suite un sondage et j'aimerais que tout le monde y réponde, s'il vous plaît. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous ont suivis à répondre au sondage. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions soit sur la partie réservée aux questions, intitulée Q et R en bas et à gauche de votre écran, soit en levant la main pour poser une question orale. Les gens qui nous suivent sur Facebook peuvent en faire autant. Alors, je vous invite aussi à poser vos questions sur la partie réservée aux commentaires et je me chargerai de les transmettre à M. Ammaré. Alors, nous aurons exactement pour la partie questions-réponses 30 minutes, 30 à 35 minutes maximum. Donc, soyez brefs en posant vos questions pour les personnes qui vont intervenir oralement. Comme ça, on laisse la chance à tout le monde qu'on puisse poser les questions, le plus de questions possible.
Donc, merci, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage. Il reste 5 personnes qui n'ont pas encore répondu. Je prendrai en parallèle la première question, une première question écrite qui nous vient de Mkhtari Slimani, qui est avec nous sur Zoom. Il nous remercie de la présentation et vous dit quelles sont les techniques optimales pour transformer le gaspillage en gain. Eh bien, je réponds. C'est là où je réponds là. On fait comme vous le souhaitez, hein. Soit je Très vous bien, pose très bien, question. Alors, très bien, question par question comme ça. Donc, effectivement, donc, il y a un ensemble d'outils donc, qui sont imbriqués et enchaînés. Donc, bien sûr, la première chose, il faut d'abord identifier le gaspillage. Et donc, on a un ensemble d'outils en fonction de votre activité. Parmi les outils, donc, je vous invite à développer la cartographie des chaînes de valeur. C'est un outil VSM, Value Stream Mapping. Donc, c'est un outil qui permet de schématiser la manière comment vous créez de la valeur ajoutée pour le client. Donc, il est vraiment, vous faites à Google VSM, il va vous donner beaucoup de choses dans ce sens-là. Et si vous cherchez à identifier, je suis dans la logistique ou là, je suis dans un processus transactionnel et je vois que les gens ils font beaucoup de déplacements, je peux faire appel à un outil, le diagramme de spaghetti. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a un ensemble d'outils pour d'abord montrer le gaspillage. Et après, bien sûr, il faut chercher la cause racine de ce gaspillage. Donc là, vous allez passer par des méthodes, comme j'ai dit, des méthodes imbriquées et qui vont se compléter. Donc, il y a la technique QQOQCP pour cerner le problème, la technique de stratification pour identifier les causes probables. Ça, c'est des outils enchaînés. Et vous allez vers les 5 pourquoi, l'aile d'Ishikawa, le Pareto. On peut aller vers les statistiques si vraiment c'est un problème, un gaspillage de variation. Donc, vous allez faire appel à un ensemble d'outils statistiques de corrélation, statistiques descriptives, les ANOVA, donc tout dépend. Vous voyez, donc c'est un enchaînement jusqu'à proposer une solution. Si vous avez plusieurs solutions, il faut faire une matrice de décision pour identifier la meilleure solution qui permet de réduire qui permet d'apporter plus d'impact en tenant compte d'un ensemble de critères, le coût, le coût de la solution, la rapidité de mise en place de la solution. Donc voilà, donc c'est un ensemble d'outils imbriqués qui vont nous donner, bien sûr, donc une solution efficace. Mais attention, ça c'est la structuration. Mais si derrière vous avez une équipe qui n'est pas motivée à le faire, alors comme on a des solutions superficielles, on a des causes superficielles. merci beaucoup, Sir Amari. Alors, je vais prendre une intervention orale cette fois-ci et je donne la main à Monsieur Yousfi. C'est Mohamed. C'est Mohamed Yousfi, vous avez levé la main, vous avez la parole. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce thème très pertinent. Et je tiens à remercier aussi l'animateur qui était parfait, complet, voilà, qui a été dans l'essentiel, etc., etc. Alors, moi, j'ai une question, si vous permettez, sur le style de management. Parce que vous nous avez recommandé un style de management participatif, et ça, c'est bien pour faire participer tout le monde, etc. Et prendre une décision avec le consensus. Parfait. Alors, en tant que PME, et d'ailleurs, nous ne sommes pas nombreux au sein de la société, et je crois que c'est la majorité de nos collègues, parfois, lorsqu'on fait appel au management participatif, nos collègues hésitent, nos collaborateurs hésitent. Donc, on est obligé de revenir au management directif, de dire très bien, puisque vous hésitez, comme vous faites ça. Voilà. Parfois, on fait appel à ça. Donc, en tant que manager, en tant que directeur, on fait le management directif. Enfin bon, j'espère que ce n'est pas tous les jours, mais fréquemment. Alors, j'aimerais bien avoir votre retour et vos conseils sur ça. Tout d'abord, est-ce que nous avons raison de faire appel au management directif? Et deux, quels sont vos conseils? Et merci infiniment pour votre présentation. Merci aux organisateurs.
L'alerte Kassim Mohamed, c'est une question vraiment pertinente. Effectivement, moi, je sais que je traite avec les PME, des structures trop plates. Déjà, il faut en profiter, mais des structures plates, les PME, il faut en profiter. Donc, c'est vraiment la situation qui apporte la flexibilité. Donc, alors aujourd'hui, les structures à plusieurs niveaux, aujourd'hui, ils cherchent à travailler avec des UAP, unités autonomes de production. Donc là, en ILO. Oui, le directif, c'est un style de management. Non, il est un style. Donc, il faut être dans le leadership situationnel. Je le leadership situationnel. Je le définis par rapport à deux axes. Le premier axe, jusqu'à quel niveau, en tant que directeur, jusqu'à quel niveau j'explique à mes collaborateurs ce que doivent faire, les procédures, les méthodes de travail et les tâches. Mais en même temps, jusqu'à quel niveau je développe avec eux une relation basée sur la reconnaissance et la confiance. Si je reste toujours dans les tâches, les procédures, voilà ce qu'il faut faire, alors effectivement, j'adopte un management directif. Mais trop de management directif, il faut lui dire, alors, il déresponsabilise les gens, il commence à s'habituer à dire à ce que la compétence, c'est aller informer le directeur. Non. Non. Donc, c'est pour cette raison, le collaborateur qui hésite, c'est de la peur. C'est de la peur. On n'est pas habitué à prendre des décisions et on n'est pas formé à prendre de l'initiative. Il faut le dire. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt de les libérer de cette peur ou l'empowerment. Donc, c'est un processus. Donc, il faut de la patience. Je sais que PME, on n'a pas le temps, c'est l'urgence. On a la magie de l'université. J'ai assumé des responsabilités en 2 reprises directeur général. J'ai passé par des responsabilités. Je le sais. En tant que directeur, je dois avoir cette patience de préparer mes équipes, construire l'équipe et laisse l'équipe faire le travail. Et je comprends que vous êtes pris par le quotidien, vous êtes pris par les crises, il faut préparer l'équipe dialogue, les libérer de cette peur, ou bien sûr, il faut bien choisir les prérequis de prendre l'initiative. Il faut déjà s'assurer de ça. La personne, il mérite de lui donner de l'autonomie. Parfois, il lui manque les compétences nécessaires, il lui manque le niveau. Donc, même que c'est pour ça, il aime être avec vous un management directif. Ça le rassure. كيبغي يكون داك لو مانجمنت ديالك ديريكتيف كيقول الحمد لله كيشوف معايا لو ديريكتور الحمد لله كيشوف معايا الشيف لا انا بغيت بشويه يولي سوا اوتونوم حيت سينو يا دو بروبليم يا اما هو il lui manque des choses وخصني نخدم معاه عليهم عادي يمكن لي يا اما انا هذا البروفيل راه ما صالحليش ولكن ترو دو ديريكتيف en tant que directeur qui cherche à développer la vision de l'entreprise, qui cherche à aller là où il faut aller pour développer l'activité, m'a pris par le quotidien de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un dilemme c'est un dilemme donc qu'il faut traiter. Il faut libérer la peur, يمكن خايف ما ياخذش مسؤوليه. الا كان ضعيف راه ايفيكتيفمون بحال كيقول لك ماغريغور ذا ريس بليس ان ذا ريس بليس راه واخا تعطيه دوك لي بيكور دو فورماسيون تعطيه المصاحبه وتعطيه هذا يمكن راه ما لان حطيته في واحد البلاصه ما يقدرش حدو تما. هذا هو ma réponse à cette question et la question elle est pertinente. Alors, il faut qu'on sorte du management directif, soit parce que les profils ne sont pas adaptés, donc là il faut bien choisir les profils, ou soit que je dois moi-même me traiter. Donc ماشي غير نتاثر بلurgence de la chose ou je vais vers le management le plus simple, le directif. Merci J'espère que j'ai répondu. Il n'y a pas de doute. Alors, je vais prendre une question cette fois-ci de Facebook. Elle nous vient de Abdelali Ofkeri qui dit l'excellence opérationnelle vise à chasser le gaspillage pour plus de performance. Cependant, le stack organisationnel de son côté permet une meilleure flexibilité quantitative. Comment concilier alors ces deux approches contradictoires, le lean et l'excédent des ressources? Le lean et l'excédent des ressources. Le lean et l'excédent des ressources. Bon, le lean, donc on est dans l'opérationnel, on est dans la rationalisation Moi, je n'ai pas bien compris la question. Lorsqu'il dit excédent, ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris la question s'ils arrivent à le poser autrement. D'accord. Alors, si Abdelali Ofkari, si vous voulez bien reformuler votre question. L'excédent, je n'ai pas compris. Je ne sais pas l'excédent. On est dans une économie de rente, je ne sais pas. Très bien.
Alors, en attendant que monsieur Ali Ofkreli reformule sa question, je vais en prendre une autre. Elle nous vient de Nawal, Maître Sder. Comment doit-on gérer les conflits au travail? Effectivement, ça c'est un sujet qui est la base de l'intelligence collective. Et donc, le conflit, il faut toujours le voir comme une opportunité de développer l'engagement. Il faut jamais, jamais, jamais cacher les conflits. Il faut plutôt les animer. Et c'est normal, lorsqu'on va traiter un problème qui limite la performance d'une organisation, c'est normal d'avoir des désaccords. C'est normal. Chaque membre de l'équipe, il protège sa casquette. Donc, mais avec l'animateur, qui cherche à faire de la médiation doit savoir animer pour gérer les désaccords. Et si on les gère bien, on va développer bien sûr l'intelligence collective, on va développer la cohésion. Comment gérer un désaccord? C'est vraiment un sujet. Donc, le désaccord, la gestion de désaccord, se gère par le ممارسة اليومية. الخلافات هي واحد الممارسة. C'est normal d'avoir des désaccords parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même perception des choses, on n'a pas les mêmes représentations. Mais toujours, lorsqu'on est au sein d'une entreprise, ne jamais penser qu'à votre objectif. Il faut toujours veiller sur l'objectif que vous avez et l'autre a un autre objectif et veiller sur la relation. Donc, toujours chercher un style à ce qu'on veille sur la relation, maintenir la relation avec l'autre et en même temps veiller sur son objectif. Il va générer l'échange constructif. Si je m'intéresse juste à mon objectif gagnant-perdant, il détériore la relation pour demain, après-demain. Donc c'est pour ça un grand monsieur qui est Jacques Salomé, il dit dans une relation, il y a 3 personnes. Il y a moi, l'autre et la relation. Et donc dans la gestion de désaccords, c'est normal d'abord d'avoir des désaccords. C'est normal, mais il ne faut pas les cacher. Si on les cache, la partie cachée de l'iceberg, donc c'est trop tard. Donc il faut bien les traiter lorsqu'ils sont dans l'effet des choses. Ça veut dire, voilà, un désaccord d'opinion, un désaccord de priorité, un désaccord de méthodologie. On les traite, on ne doit pas les cacher. Non, non, il faut qu'on les traite. Si on les traite, alors on développe la cohésion. La cohésion, un bon exemple نعطيكم هو العلاقه الزوجيه. ما كاينش شي واحد اللي ما دارش في علاقته الزوجيه ولا خلاف ولا هذا سي نورمال لان قبل الزواج كنكون كل واحد كيخاف انه يضيع ليستيم دو لوتر. Mais après الزواج هنا كيبانوا الخلافات لي زونجو لا كونفرونطاسيون ديال لي كرويونس لي بريوريتي هنا الا ما عرفتش نحلوا الخلافات وحليناهم بواحد الطريقه دوميني راه بالتاكيد هذاك لا ريلاسيون دو كوريسبونسابيلتي دو كويزيون اللي غنسميوها التلاحم التكامل راه ما غاديش تكون. اذا التسيير ديال الخلاف c'est une occasion d'engager les gens, il faut savoir l'animer et toujours une gestion de désaccord, toujours voir les deux axes, maintenir la relation et veiller sur l'objectif. Très clair. Merci beaucoup, Sir Marie. Alors, une autre question écrite de Piso, mais nous vient de Mme Safia Zoher. Oui. Quels sont les défis d'adopter une démarche d'excellence opérationnelle au niveau des PME au Maroc? Ouais, ça c'est une question en tant que sincèrement donc alhamdoulilah on a beaucoup de choses, on a de très beaux cabinets qui sont capables d'accompagner, on a des fonds. Donc je ne suis pas là باش ندير الاشهار للكابيني ديالي ولا هذا كاين لو ماروك بي ام او كاين لابورت كاين انما كاين لوجيك بي ام هادو كلهم ils permettent d'accompagner l'entreprise et de surtout faire de la période de crise. Mais d'abord كيبقى واش le top management il a cette conviction باش qu'on soit clair. On n'est pas là juste بحال اللي قلت لكم de mettre en place des outils. غنديروا 5S ولا غنديروا شويه ديال المانجمنت فيديو باش نسوقوا. نو هنا راه سي ان شونجمون بروفون في لورغانيزاسيون ديالك. هنا ان شونجمون بروفون في لانيير دو déjà si vous avez des paradigmes à remettre en cause, il faut d'abord commencer à les remettre en cause. هذه الاولى. Après on va aller vers le projet اللي هو opérationnel. Mais si vous avez un management centralisé autoritaire qui génère de la peur, راه غير باش تطبق داك واحد لوتي سميتو 5 pourquoi. 5 pourquoi c'est un outil pour montrer la cause racine. Un PDG de Toyota, سولوه قالوا ليه شنو le meilleur outil qui a été développé par Toyota في l'amélioration continue. قال لهم 5 pourquoi. قالوا ليه علاش؟ قالوا ليه لان كنمشيو ديريكتومون لا كوز راسين. ولكن هذا لونفيرونمون اللي كنمشيو ليه لا كوز راسين حنا في المغرب ما نقدروش لان غتقول لي دير لي 5 pourquoi لا كوز راسين باش تضربني. لا
libérer la personne de la peur, il peut oser dire la cause racine, même parfois c'est au sein de son département. Libérer les gens de cette peur, bien sûr, il y a la base où le top management doit être vraiment sûr de lui, s'engage dans les convictions à adopter. Même les outils, c'est à la portée de l'équipe a un problème managériel d'état d'esprit et de culture. Merci beaucoup, Sel Ammari. Alors, je prends une autre question orale et je donne la main à M. Samad Lazouzi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Essayez de poser directement votre question, Sel Lazouzi. Alors, Marie, moi, avant de parler excellence opérationnelle, le sujet qui vous le complétez finalement à la fin de l'intervention, c'est l'excellence des relations humaines. Donc, c'est bien dit. Donc, vous êtes suivi, vous m'avez compris. Donc, moi, j'opte toujours pour l'état d'esprit. Et le changement d'état d'esprit au Maroc, c'est vraiment le facteur de succès. Alors, si on va faire vraiment de l'excellence opérationnelle, la machine elle va s'occuper de tout. C'est une délégation totale. Donc, ça va nous amener à faire vraiment mieux et se comporter mieux. Donc, quel est vraiment le facteur ou la clé pour prendre effet ou s'améliorer dans notre état d'esprit? Est-ce que c'est un système de référentiel francophone qui ne marche plus et qu'on devrait changer d'éducation, ou là, faire du développement personnel pour s'auto-évaluer et s'améliorer en continu? Quelle est votre recommandation? Merci à vous. Merci pour cette question. Pour la question. Je mon histoire. Donc, j'ai fait du coaching, j'ai fait du coaching pour me remettre en cause. Où le coaching, effectivement, c'est un outil très important. Mais malheureusement, on a commencé à tuer le coaching. Kulchi bari ou les coachs ou kulchi qui coach kulchi. Donc, alors que c'est quoi la finalité de coaching? C'est une introspection. Si on arrive à ce que considérer le coaching comme un outil pour se remettre en cause dans nos croyances limitantes, se remettre en cause sur la manière d'adopter la relation avec l'autre, tout le monde, le top management, le directeur, les concernés doit se remettre en cause. Ou le coaching, بالنسبة ليا أنا عملته ماشي باش نولي كوتش ولقيت راسي عندي اعتقادات دي كرويونس إيريتي موروثة واللي هزها متقل بها هذا كنتكلم بالواقع ديالي ما شحال من واحد كيولي يقول ما عنديش الوقت أنا شوي توجور دون ليميسيون ما عنديش باش نبقاو نتلاقاو ساعة ونص جي با لو طون دونك مع راسي je me suis libéré de beaucoup de croyances irritées. Je me suis remis en cause un ensemble de paradigmes. Ou maintenant, le management directif, j'étais en deux reprises directeur général, plant manager, responsable. Donc, d'être le coaching en 2010-2011 pour me remettre en cause et en même temps dans mes conduites de changement, parce que je traite beaucoup dans l'accompagnement et la mise en place des approches pour prendre en considération l'élément humain pour la réussite. C'est effectivement l'excellence dans la relation humaine. Et on doit se remettre en cause dans nos paradigmes, on doit se remettre en cause nos croyances, on doit aller vers vraiment des croyances positives qui développent des états d'esprit ou qui développent la relation avec l'autre. Malheureusement, lorsqu'on aborde l'autre, on l'aborde par méfiance. وهذا يمكن جاي من هذا الفهم فرانكو ديما اون لابورد بار ميفيونس ماشي جو لابورد دابور بار كونفيونس جوسكا كونتر اكزومبل لا ديما بار ميفيونس وهذا جاي يمكن من التربيه وجاي تفهم من هذه ليدوكاسيون اللي تكلمت عليها ولكن انا كنامن واحد المساله سي كو نهار اللي تعلمنا ان الضوء كيضرب on a des choix à faire pour se remettre en cause. الضرب كيضرب خصك تحيدي عندك راه on doit se remettre en cause, c'est une responsabilité. يمكن طلعنا عوج ولكن بهاد لي كوتشين وبهاد الفهم وبهاد القرايه وبهاد الوعي on a intérêt كل واحد يمشي يقرا شويه ويتوعى شويه ويكومونس se remettre en cause. Je suis parfaitement d'accord avec aller vers le développement personnel. Pas pour faire le développement personnel, pour se remettre en cause. Merci beaucoup, Sel Ammari. Merci, Sel Azouzi, d'avoir posé la question aussi. Très intéressante. Alors, je vais prendre une question de Facebook. Cette fois-ci, elle nous vient de Mohamed Bouatan. Dit « Excellence opérationnelle nécessite un changement de paradigme. Comment faire dans une entreprise familiale avec des relations parentales ?» واش اللي كتكلموا عليه دونك effectivement donc شوف si vous voulez changer les gens, il y a de la conviction, de le top management, la meilleure manière pour changer les gens, c'est donner l'exemple. Donner l'exemple.
ما كاينش شي طريقه اخرى. Il n'y a pas d'autre manière pour influencer les autres, c'est donner l'exemple. Et donner l'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'intègre. Ce que vous dites, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous sentez. Si vous êtes dans cet état d'esprit, alors vous avez des capacités d'influencer les autres et les orienter. Mais il a une organisation où il y a un enjeu politique. Alors bien sûr, faut que ma barriche, qu'on soit clair. Mais vous voulez changer quand le top management il est avec nous, alors la meilleure manière c'est conduire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam راه ملي جاب واحد leadership très positif, هذه حكمه ربانيه. الناس كانت في الشهوه وفي هذا كيفاش غير يحيدوا من الشهوه غير يديهم المبادئ ولي فالور, ولكن il a donné l'exemple. هذه la meilleure manière. واخا نقرا الكتب اللي قريت, la meilleure manière pour développer votre capacité d'influencer les autres c'est donner l'exemple. وكاع les leaders اللي كنشوفوهم comme exemple qui ont influencé la masse comme Gandhi ولا مانديلا, راه كلهم كانت فيهم هذه l'humilité, كانت فيهم هذه la force de la personnalité. ولكن كنتي في واحد l'environnement اللي هو familial, en tant que manager, vous voulez changer les choses, travaillez en mode projet, préparez votre projet et présentez-le à votre patron. Et il faut le présenter en termes de bénéfices. Si on fait ça, voilà ce qu'on va gagner. Ou il faut travailler en mode projet, constituer une équipe projet. Et dans cette constitution d'équipe projet, en conduisant l'équipe, il faut aussi penser conduite de changement en même temps. Merci beaucoup, Sel Ammari. Je vais prendre une autre question écrite de Pizoum. C'est quoi la différence entre le lean manufacturing et l'excellence opérationnelle? عندك الزهره سي العماري رحنا فاطرين ما بقاش رمضان. الحمد لله. لا مرحبا بك, un grand plaisir سي علي, avec un grand plaisir. شوف حنا ملي le lean management هذه c'est une appellation qui a été le lean manufacturing qui a été donné par les Américains, alors que هو كان سميتو just in time à l'époque. ولكن في les années 80 من بعد ملي les Américains ils ont compris بلي les Japonais فوقاش بان le lean lorsque Toyota il a installé واحد l'usine في l'Amérique. هنا واحد le livre qui est la machine qui a bouleversé le monde, un grand monsieur في الدومين ديال le lean management اللي هو اللي عطى هاد l'appellation lean. Donc alors, on parle de la même chose. Excellence opérationnelle, lean manufacturing, lean management, c'est les mêmes appellations. C'est des approches qui permettent de contribuer à la performance de l'entreprise tout en cherchant à remettre en cause les gaspillages d'IANA, tout en cherchant à observer ces gaspillages et proposer une résolution de problèmes qui demande une intelligence collective. Merci beaucoup. Alors, je donne tout de suite la parole à Raja Khalat. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour la qualité de cette intervention. Merci à vous. Merci. Ma question, s'il vous plaît, c'est par rapport à la gestion du relationnel, surtout au sein de la PME. Je sais que ce pilier-là, vraiment, c'est difficile à gérer. Surtout normalement lorsqu'on intègre une société où les gens ne sont pas vraiment, qui n'ont pas de diplôme de grandes écoles. Alors lorsque vous les intégrez, vous êtes au sein de cette équipe-là, donc ils ne vous acceptent pas, surtout qu'ils sont expérimentés et toujours il y a de blocages, il y a le mélange entre le personnel et le professionnel. Comment on peut gérer ce problème? Là, je vois, c'est Ashraf, il faut organiser donc une thématique qui est très très importante, très forte. Là, je vois le besoin. C'est une question pertinente, Madame Raja. Le leadership positif. Donc, d'ailleurs, j'ai animé à 2 semaines avec l'association des ingénieurs d'INI dans ce sens-là. Leadership positif, oui, donc on a ce type de situation, il y a un problème parfois de génération, vous êtes un jeune manager, vous n'êtes pas accepté par l'équipe, qui veulent rester dans leur zone de confort. Ouais, le leadership, donc c'est quoi le leadership? C'est cette capacité d'influencer les autres. Et comment influencer cette capacité? Si vous êtes manager ou là vous êtes chef et vous avez ce manque de capacité d'influencer les autres, il vous manque de leadership. Il donne la capacité d'influencer les autres, comment il faut la travailler? Il faut la travailler par rapport à trois types de pouvoirs. D'abord, le pouvoir légitime. En tant que chef, l'entreprise, vous êtes le chef, vous êtes le manager, vous êtes le responsable, ou au PME. Mais il faut savoir travailler avec le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir légitime. Il ne faut pas
parfois trop abusé dans sa consommation. Pour influencer les autres, vous allez trop abuser. Ça va générer de la peur où il y aura un manque de respect. En même temps, il faut veiller sur ce pouvoir légitime. Un chef ديالي كيعطي les orientations l'équipe ديالي وانا معاهم. واش غيبقاو هاد l'équipe يحترموني ديما ils vont dire تيجي الشيف الكبير. إذا هذا déjà le premier élément très important. Parfois vu PME كنساو هاد la structure pyramidale وما كنحترموش القوانين ديالها ولو هي ما فيهاش plusieurs niveaux. Mais il faut respecter le principe chaque bateau il y a un seul capitaine. وبارفوا حنا بلا ما كنقتل الكابيتان ديالي وبلا ما كنعيق كنلقى بلي انا ما بقاش عنده ذاك البوفوار ليجيتيم n'a plus d'influence. Et en même temps ملي نعطي ان بوفوار خص ذاك لو كولابوراتور ديالو يشوف بلي انا عنده ان بوفوار. بارفوا ولو انا عندي لو بوفوار ولكن ما كيشوفوش كي اوتوريزاسيون سورتي ما كنسنيهاش انا كيبغي يدير فورماسيون ماشي انا الا غير شي بروموسيون انت ماشي اللي كنسني ليه. دونك كومون il va voir بلي انا عندي عليه ان بوفوار pour qu'il puisse accepter mes orientations. هذا هو البروميي بوفوار. بارفوا حنا كنتكرفسوا على هذا البوفوار هذا وما كيبقاش يعطي داك لانفلونس سواء ان رونفورسمون بوزيتيف او لا ان رونفورسمون نيجاتيف. Le deuxième pouvoir هو البوفوار de compétence. نكون متاكد الليدرشيب la capacité d'influencer les autres. كل ما داك لا بيرسون il commence à percevoir il apprend de vous. Il va accepter vos orientations, il va accepter vos idées. Là, il faut aller vers le manager pédagogue. Troisièmement, c'est le pouvoir de la personnalité, une capacité d'influence. Mais bien sûr, il faut considérer ça. Mais quand j'ai un nouveau style de gestion, il y aura de la résistance. On est dans le changement. Et la résistance, elle est humaine. L'erreur qu'on fait, on considère la résistance comme un obstacle. Non, 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 non. Il faut considérer la résistance comme une réponse de la part de la personne et il faut la traiter. Il faut la traiter, ça veut dire la personne, il est en doute. Il faut aller voir comment on conduit un changement, surtout l'aspect psychique, surtout quand on fait le PME, la peur, on n'est pas dans une administration, une structure, on est la peur. C'est pour ça que les gens privilégient de rester dans leur zone de confort. Et là, il a une conduite de cette manière-là, il va générer des changements. Les changements ils vont être acceptés, les gens ils vont aller vers les nouvelles attitudes. C'est une conduite de changement, libérer les gens de cette peur, alléger la résistance par trois choses, la formation, l'accompagnement et la communication. C'est bon, c'est... Alors, je prends rapidement une question de Facebook. On a encore 8 minutes. Alors, la question vient de M. L'Arbi Omari. Quels sont les côtés à étudier pour une réingénierie des processus logistiques d'une entreprise en agroalimentation? Réingénierie, ça veut dire donc remettre en cause tout le processus. Tout le processus. Donc, si j'ai bien compris votre question, bien sûr, la première des choses qu'il faut faire, c'est déjà observer l'existant. Donc, il faut donc, j'ai dit tout à l'heure, il faut donc schématiser une cartographie de chaîne de valeur de ces processus. À base de ça, vous allez mieux خليني ندير لي كارتوغرافي اللي كنديروا في لي نورم ايزو 9001 غير باش ندوزو لوتي هذا كنكونوا كنهضر دونك une vraie cartographie de chaîne de valeur pour identifier les différentes opérations et bien sûr aller vers ce qu'on appelle l'analyse de déroulement des flux. Et vous avez 4 à 5 types de tâches. Ouais, c'est tâche valeur ajoutée, ouais, c'est tâche de déplacement, ouais, c'est une tâche de contrôle, ouais, c'est une tâche de stockage. Une fois que vous allez schématiser ça, le lean, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour accélérer le flux? Et là, il faut aussi, quand vous traitez dans le domaine de la logistique, il faut mesurer un indicateur, les DEP, délai d'exécution des processus. En même temps, il faut mesurer un autre indicateur, les ECP, efficacité d'un cycle de processus. Ça veut dire, ECP, c'est quoi? Quel est le volume de valeur ajoutée par rapport au DEP lundi? Et à base de ça, vous allez identifier là où il faut alléger le processus, gommer des interfaces, regrouper des processus élémentaires pour que vous puissiez réagir vite par la démarche. Et le Lean va vous aider de faire tout ça.
merci. Je reprends la question de M. Ofreli de tout à l'heure. Il dit le stack organisationnel, c'est l'excédent des ressources comme des capacités excédentaires, un niveau élevé de stock, des excédents de trésorerie et des excédents de brevets. وشوف بالنسبه للولين هذا تو سا سي دو غاسبياج انت كتشوف دابا فرنسا البارح 400,000 voitures qui doivent le liquider واش هذا سي دونك parfois avec l'incertain avec les mutations avec l'évolution des technologies on a intérêt de limiter le stockage des ressources. هذا هو mon opinion. On a intérêt à part إلا كانت عندك واحد la ressource اللي هي se valorise à chaque fois comme l'or ولا هذا ولا اللي ما كتضيعش dans le temps راه متفق معاك on n'est pas dans on j'aimerais pas être dans ce type d'économie de rente. On abrite une économie qui crée de la richesse et qui privilégie une bonne répartition de la richesse. On a besoin de ça pour éviter les inégalités. Donc, c'est important. Mais là, des types de business basés sur la détention de capital, que ça soit qui se valorise dans le temps sans créer de l'emploi, sans partager la richesse. Quand on a des types de modèles, même on a besoin de modèles qui va libérer les ressources et qui va redistribuer de la richesse et qui va créer de l'emploi. Merci beaucoup, c'est Ammar. Une autre question, mais un peu plus courte, je pense. Combien dure le temps de résistance en moyenne lors de la mise en œuvre du changement? Ça, c'est une question. Donc, lorsqu'on est avec l'humain, dans la science humaine, ou les modèles qui ont l'exactitude. والانسان حنا عادنا كنعرفوه في l'entreprise. Les premières études اللي تعملوا على le comportement humain au sein de l'organisation راه depuis les années 30 داك لو تيست ديال مايو حنا بدينا كنشوفوا la relation ما بين la motivation, la performance, les peurs ou la résistance. Mais tout dépend de votre conduite de changement. Tout dépend du top management. Il y a donc un ensemble, tout dépend de l'engagement, tout dépend de la situation, de l'urgence. Il y a des éléments qui vont bien sûr créer l'urgence. Et je vous invite, des exemples, j'ai passé 18 mois. 18 mois, on a quand 5S, le management visuel standardisation. Ou qu'il y a des situations, 4-5 mois, on est arrivé avec l'approche des MIC, on est arrivé même à collecter des bénéfices. Donc, voilà, qui est le l'environnement. Donc, on ne peut pas vous dire assez, non, mais tout dépend de plusieurs éléments, l'urgence, l'engagement du top management, la qualité de compétences de l'équipe, ou le rôle de l'animateur, qui est facilitateur, fédérateur, il a un consultant externe. Il a un rôle à jouer. Il y en a qui chauffent les comportements qui ne vont pas contribuer d'une manière implicite ou qui les traitent à l'avance en anticipant les crises qui peuvent générer dans le temps. Donc tout dépend des éléments ou des processus de conduite de type de projet, le processus de quota, les étapes où je peux donc adopter l'approche d'excellence par une conduite de changement. Et je vous invite, la personne qui a posé la question, à lire le livre La machine, l'homme qui a sauvé Nissan. On rattrape 2 ans, comment Carlos Ghosn, il a bouleversé, il a vraiment chamboulé donc l'alliance Renault-Nissan. 2 ans il est en faillite. On a des leçons maintenant comment il a développé le management transverse. Merci beaucoup, c'est Ammari. Alors, donc, j'ai beaucoup de questions. J'aimerais donner la possibilité de réponse à toutes les questions possibles, mais on commence vraiment à manquer de temps. Donc, c'est Ammar. Il faut impérativement qu'on ait une autre séance avec vous. Je vous fais la proposition live. Et je vous laisse pas d'échappatoire. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Donc, je sais que vous avez tous et toutes apprécié le sujet. Et vous avez ressenti c'est l'Ammari, les compétences qu'il a.
Mais par contre, Anna Mnikanchouf, je ne vois pas beaucoup de j'aime, je ne vois pas beaucoup de cœur, je ne vois pas suffisamment de partage et j'aimerais en avoir. J'aimerais aussi que vous vous tourniez vers vos comptes LinkedIn et que vous visitez le profil de Sela Maré, que vous l'ajoutez aussi pour rester en contact avec lui. Je vais tout de même prendre une autre question. Là, je vois une question. C'est Mohamed C'est Mbroki, Mohamed. donc c'est un ami. J'en ai beaucoup. Je lui donne la main tout de suite. C'est D'accord, Mbroki. d'accord. C'est Mohamed Mbroki, vous avez la main. C'est Mohamed Mbroki. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à féliciter Si Amari pour son intervention qui était excellente comme d'habitude. Par ailleurs, donc ma question, c'est, je voudrais savoir et qu'il nous éclaircisse, un peu notre point de vue sur quel est le rôle du digital dans l'excellence opérationnelle. C'est ma question. C'est Mohamed, je suis honoré de contacter c'est Mohamed Mbroki, donc une relation depuis 20 ans, 25 ans, on collabore ensemble. La question elle est vraiment pertinente. Donc, le digital, il ne faut jamais le considérer comme fin en soi, mais le digital, c'est un levier, c'est un outil qui peut développer une synergie avec l'excellence opérationnelle. Et bien sûr, donc, comme vous le savez, donc, les outils, surtout si on est dans la gestion de production, lorsqu'on va travailler avec un MES, Manufacturing Execution System, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter tout simplement rapprocher le constat à l'action, rapprocher le constat de la défaillance à l'action. Donc, ils vont se compléter, sûr et certain. Si je schématise une cartographie de chaîne de valeur et je vois de la redondance, où il y a un décalage entre le constat de la défaillance et bien sûr l'action, je peux trouver pas mal de solutions dans le digital, dans la numérisation, qui va bien sûr nous aider à réagir vite. Et bien sûr, les ERP, par exemple, Enterprise Planning, c'est des outils qui permettent d'intégrer, c'est des outils qui permettent de développer l'intelligence collective. Il faut, malheureusement, lorsqu'on est dans une structure pyramidale et on adopte un logiciel de gestion intégré, parfois, l'homogénéité, alors que des systèmes, ils permettent d'intégrer, ils permettent de réagir vite vis-à-vis de l'anomalie, ils permettent même de gommer des interfaces, ils permettent d'alléger les processus. C'est l'objectif de l'ULI. Merci beaucoup, Sela Mari. Alors, je me retrouve contraint de devoir clôturer dans 1 minute, donc je vous donne 30 secondes pour dire un mot. Un dernier mot de clôture. Voilà, une autre fois, je vous remercie si Alaoui de ce que vous avez fait. Voilà, c'est Drif, voilà, c'est Roussi. Donc, ce qui reflète, il reflète tout simplement une valeur qui est très très forte, une valeur noble, voilà, serviabilité. Et on a besoin de développer ce type en nous de valeur qui est la serviabilité, servir les autres. Et c'est tout ce qu'on est en train de faire. On est en train de servir et partager ce qu'on sait faire. On a répondu à votre soif. Voilà, quand je l'auditoire, ou quand une autre fois, Inch'Allah. Merci infiniment, Sela Mari, pour l'excellente intervention d'aujourd'hui. On aimerait vous avoir pour une autre intervention et on fera les mains et les pieds pour convenir avec vous un autre créneau horaire, Inch'Allah. Alors, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis depuis Facebook et celles qui nous ont suivis sur Zoom et je m'excuse auprès de toutes les personnes auxquelles on n'a pas pu poser les questions directement. Je vous invite toutefois à aller noter sur la vidéo live Facebook et on essaiera de trouver une façon d'y répondre par la suite. Donc, je vous rappelle que la journée des conférences avec le club des dirigeants continue et nous allons accueillir dans les 10 prochaines minutes M. Marwan Ajraoui pour le Business Agility, un destin incontournable, digitable mais pas que.
suivi par Monsieur Karim Qadiri pour le développement personnel par la philosophie. Donc, un programme assez riche et diversifié vous attend pour le restant de la journée. J'espère que vous allez être aussi nombreux à nous suivre. Merci d'avoir été là. N'oubliez surtout pas de nous mettre des j'aime et des likes. Cela nous encourage à avancer. Merci à toutes et à tous. Merci, Salam Ali, d'avoir été parmi nous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Mes amitiés et mes respects à tous.